Objets connectés ou Internet des objets, 7 ans après la naissance du premier iPhone, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère technologique. Lunettes ou lentilles de contact qui superposent images virtuelles et images réelles, montres ou bracelets connectés qui permettent de mesurer les calories brûlées, le rythme cardiaque, font déjà partie de notre quotidien. Et l'entreprise d'informatique Cisco a mesuré qu'en 2020, nous aurions 50 milliards d'objets connectés. Alors, qu'en est-il dans le monde de l'enseignement supérieur? C'est la question que nous allons nous poser dans ce deuxième atelier du numérique proposé par Télécom École de Management et Le Figaro étudiant. Et pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir Denis Lescope. Denis Lescope, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en économie de l'Internet et des télécoms. Ma première question, elle va être très simple. Comment peut-on définir un objet connecté ? Alors, un objet connecté, c'est un objet qui va réussir à interagir avec son environnement par le biais d'une connexion à un réseau. Voilà pour faire très simple. Alors, c'est une connexion et une interaction intelligente. L'objet est par définition un petit peu intelligent. Alors, quel type d'objet on a? Alors, on en a déjà tous dans nos poches. On a des téléphones, on a des PC, on a des télés maintenant qui sont plus smart, plus intelligentes. On a des vêtements qui, comme vous l'avez dit, peuvent mesurer les pulsations cardiaques, peuvent mesurer les taux de glycémie, des choses comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'objets de ce type-là dans notre environnement. Est-ce qu'il y a des objets connectés propres au monde éducatif? Alors, pas vraiment. C'est plutôt, on va dire, pas un usage déviant, mais c'est un usage qu'on va faire d'objets déjà existants. Le téléphone, par exemple, qu'on va utiliser pour peut-être regarder une vidéo de cours ou consulter un article. Le PC que tous nos étudiants utilisent, qui est connecté à Internet, sur lequel ils vont avoir accès à des ressources qu'on leur donne. Les Google Glass, pour aller un peu plus loin, qui sont en train d'arriver tout doucement, qui vont permettre peut-être aux étudiants d'enregistrer leurs profs, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt des usages déviants qui vont permettre à certains objets d'être utiles pour l'éducation. Alors ça, c'est du côté des étudiants, mais est-ce qu'il y a également des outils à disposition du corps professoral, des enseignants? Oui, tout à fait. Le professeur voit son tableau évoluer. C'est fini le tableau noir avec la craie. De plus en plus, on va vers des tableaux interactifs qui existent déjà, que l'on utilise par exemple dans notre école, la Télécom École de Management. Alors, qu'est-ce qu'un tableau interactif? C'est assez simple. C'est un écran avec lequel le professeur peut interagir pour faire avancer ses transparents, par exemple, ou pour lancer une vidéo, ou pour lancer un système de vote avec les étudiants, ou un système de sondage auprès des étudiants en live dans le cours. Donc, vous parlez là de système de vote avec vos étudiants. Justement, de manière un peu plus large, j'imagine que tous ces objets ont un impact sur les méthodes d'enseignement. Comment définiriez-vous cette évolution? Alors, il y a un impact. Le premier impact, ça va être sur le métier du professeur. On voit bien que le professeur ne peut plus être ce cours magistral dans des amphithéâtres avec 400 ou 500 étudiants que certains d'entre nous ont connus dans les universités. On s'oriente de plus en plus vers des cours un peu plus serrés, avec beaucoup moins d'étudiants, peut-être une trentaine, et avec une interaction plus forte. On va aussi vers, je pense, tous ces objets connectés, ces ressources disponibles sur Internet auxquelles les étudiants vont avoir accès, vont inverser la classe. C'est-à-dire que finalement, on va avoir des classes où on va apprendre à utiliser la connaissance qu'on aura acquise pendant son temps à la maison ou dans les transports en commun ou des choses comme ça. Donc on inverse la classe. Et cette inversion de la classe va forcément changer le métier de professeur, puisqu'il va falloir que le professeur en fait, s'adapte à cette nouvelle donnée, adapte son cours, adapte sa pédagogie. Alors quand vous parlez de classe inversée, alors vous l'avez dit, effectivement, l'étudiant maintenant étudiera chez lui. Et quand il est en cours, alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il est en cours, il va aller du savoir au savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre à utiliser le savoir. On va lui faire faire des études de cas, on va lui faire faire bien sûr des exercices, on va lui apprendre à travailler en groupe par exemple, de manière plus collaborative, et le professeur va être là pour diriger les travaux, diriger les techniques d'utilisation de savoir, etc. Alors il y a une autre nouveauté aussi liée à ces nouvelles technologies, vous l'avez dit quelque part, il y a plus d'interactivité et ça va jusque dans l'évaluation, puisqu'on demande maintenant dans certaines écoles de management, peut-être la vôtre, de noter leurs professeurs. Qu'est-ce que cela change dans le rapport? Effectivement, je vous entendais depuis le début, vous parlez non plus d'enseignants et d'étudiants, mais vous parlez de coach, il me semble bien, et d'élèves apprenants. Alors déjà, les mots ont un sens, ça veut dire, voilà, aujourd'hui, on est dans quel type de relation?
on est dans une relation où le professeur et l'étudiant avancent ensemble, on va dire. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va donner un cours, une connaissance, et l'autre qui va être passif vis-à-vis de ça. En fait, l'étudiant va devenir actif, beaucoup plus actif dans son cours, et va commencer à interagir. Alors, il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés à ça. Le phénomène le plus récent là, qui fait un peu la une un peu partout, c'est le phénomène du MOOC. Ces cours Massive qui sont... Open Online Courses, en donc, bon français. En bon français, donc des cours massivement ouverts et en ligne, où en fait l'étudiant vient piocher la connaissance dont il a besoin, mais ça permet d'acquérir une connaissance, ça ne permet pas de l'utiliser. Donc après vient l'utilisation de la connaissance qui va être donnée par le prof. D'accord. Alors ces fameux MOOC, justement, ils sont ouverts à tout le monde. Ça, par exemple, chez Télécom École de Management, les étudiants, j'imagine, de Télécom EM y ont accès, mais également des Alors nous, on n'a pas extérieurs. encore de MOOC à proprement parler pour nous, on est en train d'y travailler. Au jour d'aujourd'hui, il existe des MOOC, notamment aux États-Unis, le EDX, le MOOC de MIT et puis de Harvard, et puis Coursera, le MOOC de Stanford. Il existe plein d'autres qui se développent un peu partout. Les business schools en France font le leur. Le MOOC, ce n'est pas forcément une donnée école. Moi, j'aime bien donner cette image-là, c'est que le MOOC, ce sera certainement le livre que l'on conseillait hier. C'est-à-dire, hier, on disait à nos étudiants, voici votre cours, voici le livre ou les lectures clés. Et bien demain, on dira, voici votre cours et voici les MOOC clés qu'il faut aller voir, qu'il faut écouter, qu'il faut essayer de retenir pour la suite du cours. Donc, alors, après, est-ce que chaque école doit développer son MOOC? Ça, c'est une grande question. Je pense que toutes les écoles se la posent. Je ne suis pas sûr qu'on aille vers ça au jour d'aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des grandes plateformes qui se développent et chacun va venir ajouter son cours sur ces grandes plateformes. Et alors, pour vous, quelles sont les plus grandes qualités de ce MOOC ? Alors, l'ouverture, bien sûr, est essentielle, puisque finalement, et c'est assez intéressant, cette ouverture vient des très très grandes business schools extrêmement chères qui décident d'un seul coup d'ouvrir les connaissances à tout le monde. Donc, il y a quand même un bon côté de ce MOOC qui va être d'ouvrir la connaissance. Ça amène quand même à une démocratisation de l'enseignement supérieur. Ça élargit l'audience, en fait, des cours qui étaient avant donnés juste dans la salle de classe. Très largement, l'audience est très largement élargie. Et la certification est pour certains cas gratuite ou pour d'autres cas payante, mais bien loin des milliers, des dizaines de milliers de dollars qu'on pourrait payer aux États-Unis. Donc, le MOOC donne cet aspect-là d'ouverture à la connaissance, à un plus vaste public. Ça, il y a la dimension participative, j'imagine, du coup, oui. Qui vient effectivement transformer l'étudiant qui était simplement comme récepteur en acteur de sa formation. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Dans un MOOC, ce n'est pas qu'une vidéo. Dans un MOOC, il y a un forum autour où les étudiants peuvent échanger, discuter ensemble. Dans la plupart des MOOC, on demande aux étudiants d'avoir des travaux ensemble, des travaux collaboratifs. Donc, ils s'entraînent un peu à ce qu'ils vont connaître dans leur entreprise, qui est un peu le management virtuel, des choses comme ça. On doit pouvoir travailler virtuellement, pas forcément en se voyant. Et il y a des forums, donc, je le disais, qui sont sur lesquels les étudiants travaillent pour échanger des idées, pour échanger leur point de vue sur le cours, pour quelquefois faire aussi évoluer le cours. C'est pour le professeur, il y a ce retour assez direct des étudiants qui vont venir travailler pour que le cours s'améliore. Alors, je vais me faire un peu l'avocat de la vieille garde, peut-être, des enseignants. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque part aussi une menace, un danger de cette évolution de l'enseignement qui va peut-être vers une logique un peu plus consumériste, où l'étudiant est perçu plutôt comme un client dont il faut satisfaire les nouvelles attentes. Est-ce que, effectivement, le rôle des enseignants n'est pas plutôt d'élever les étudiants et pas seulement de répondre à leurs attentes? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux dans l'évolution qu'on est en train de voir. Les MOOC sont qu'une partie de cette évolution, bien sûr. Le professeur va faire évoluer l'étudiant de manière un peu différente. Ça va supposer que le système éducatif s'adapte un petit peu. Peut-être même plus qu'un petit peu en profondeur finalement. Le professeur va évoluer, on l'a déjà dit plusieurs fois, moi je pense, dans quelques années, va évoluer vers un métier de plus de coach. C'est-à-dire amener les étudiants à un niveau qui va leur permettre dans une business school d'être manager ou d'être directeur marketing ou directeur DRH, des choses comme ça. Donc les professeurs peut-être vont se retrouver avec un groupe d'étudiants qu'on va leur assigner en début d'année, une trentaine et puis une cinquantaine, et ils vont les suivre jusqu'au bout, peut-être après, pendant leur carrière, parce qu'il y a la formation continue,
contenus qui existent après. Donc on va plutôt avoir un suivi comme ça. Et moi, c'est dans ce sens-là que je pense que ça élève aussi l'apprenant, et puis ça élève aussi le professeur. Parce que les professeurs, finalement, il y a un avantage avec tous ces connectés, avec tous ces MOOC, ces choses-là, c'est qu'on a un retour sur notre cours. Puis quelquefois, quand on garde le lien avec nos étudiants, on a un retour sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire on voit ce qu'ils deviennent, etc. Donc c'est aussi intéressant pour le professeur. Et alors peut-être aussi, c'est de finalement transformer le rôle de l'enseignement supérieur en se disant, in fine, quand même, le but à la fin, c'est d'avoir un métier. Et donc peut-être que justement, c'est cet espace maintenant de l'enseignement supérieur, que ce soit à l'université ou dans une école, ça va être de faire le lien entre les méthodes traditionnelles d'école, du secondaire, et puis le monde du travail, de l'entreprise. Parce que moi, quand je vous entends, j'ai l'impression effectivement que ce sont les méthodes qu'on va retrouver dans l'entreprise. Est-ce que je me trompe ? En entreprise, on emploie un peu ça, c'est-à-dire que dans la formation continue, ce système de coaching existe déjà. Dans la formation au niveau, par exemple, exécutive MBA, ou dans la formation qu'on appelle exécutive pour les managers, on a déjà ces systèmes de virtualisation de l'éducation avec des systèmes très proches des MOOC, mais à part qu'ils sont fermés et qu'ils sont réservés à certains managers, un système de coaching, c'est-à-dire que c'est de cette manière-là qu'on apprend aux managers à évoluer. Alors ça, c'est en train de descendre, ça vient de l'executive education, c'est en train de descendre tout doucement dans le monde éducatif. J'espère qu'un jour ça descendra plus bas, au niveau secondaire et au niveau primaire, pour que la culture complète de l'éducation change, pas seulement la culture du professeur, mais la culture des étudiants. On a beaucoup parlé professeur, mais ça réclame aussi une adaptation des étudiants, un changement culturel des étudiants. Alors comment justement forme-t-on, fait-on évoluer à la fois le corps professoral, mais les étudiants pour aller vers ce système plus collaboratif? Alors, comment fait-on aujourd'hui? On fait pas très bien. On essaye de faire, on s'adapte. Il y a toujours un temps de décalage avant de pouvoir s'adapter. Donc, pour les professeurs, on propose des formations. C'est ce qu'on fait nous à TEM. On propose des formations aux nouvelles pédagogies, à l'usage des technologies, par exemple, pour que le professeur puisse s'adapter à ces nouvelles technologies et répondre à cette nouvelle demande qui vient des étudiants. Après, c'est dans la formation des professeurs où on va travailler, donc dans l'enseignement supérieur, plutôt la formation doctorale, où là on va commencer à essayer de proposer aux étudiants en doctorat des formations à la pédagogie interactive, des choses comme ça. Alors vous, personnellement, par exemple, comment vous êtes-vous formé progressivement à ces nouvelles méthodes ? Alors moi, j'ai eu un parcours scolaire qui m'a amené à passer un an en Angleterre où j'ai déjà vu en fonctionnement ces méthodes-là, un peu à l'ancienne avec des livres, mais finalement c'était à peu près la même idée. J'ai beaucoup appris d'un voyage en Suède, parce qu'en Suède, ça fait plusieurs années qu'ils pratiquent ça, eux, avec une éducation plus mobile, avec des professeurs qui donnent des cours devant des webcams, avec des étudiants qui suivent ces cours-là en live. Donc après plusieurs voyages en Suède, j'ai beaucoup appris sur ces techniques pédagogiques. Alors, ce sera ma dernière question, Denis Lescope. Est-ce que, selon vous, voilà, ces objets connectés, ces cours interactifs vont finalement aller dans la direction d'une standardisation de l'offre, ou va-t-on au contraire vers une spécialisation? Aujourd'hui, on va aller vers, pour une expression un peu télécom, un dégroupage du diplôme. C'est-à-dire que demain, on pourra avoir des gens qui vont choisir dans les MOOC des certificats qu'ils veulent passer et ils vont pouvoir se faire un diplôme à la carte qui va leur ressembler beaucoup plus et qui va leur permettre d'attaquer peut-être certaines niches de l'emploi auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et puis peut-être pour le milieu professionnel, ça va être plus simple d'avoir des gens qui vont être un peu plus spécialisés dans certains domaines que d'autres, avec peut-être des spécialisations qu'on n'attend pas, qui sont des fois un peu tardives. Très récemment, des spécialisations entre le droit par exemple et le management. Il n'y en a pas beaucoup, ça s'est développé après que les demandes soient apparues. Là, on laisse un peu plus de liberté en laissant les choses ouvertes. Donc on va plutôt vers pas une spécialisation, mais une proposition à la carte. Voilà, de diplôme. Et un mouvement, vous me dites si je me trompe, qui également est associé avec ce qu'on appelle le lifelong learning, l'apprentissage tout au long de la vie. On pourra effectivement de cette manière se spécialiser peut-être après 10 ans de carrière dans un métier particulier, opérer un virage ou une spécialisation supplémentaire. Oui. Merci beaucoup, Denis Lescope. Merci beaucoup de vos éclairages sur cette problématique des objets connectés dans le monde de l'éducation supérieure. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour un prochain numéro des Ateliers du numérique.